Je ne supporte plus de vivre ici. J'ai besoin d'une augmentation de salaire. Tu m'as humiliée devant nos amis. Nous devons parler de tes performances ce mois-ci. Si vous tremblez rien qu'à l'idée d'avoir des conversations sur des sujets difficiles comme ceux que je viens de citer, cette vidéo est pour vous. De nombreuses personnes ont du mal à faire passer leur message en raison de l'anxiété générée par une conversation de ce type. Et nous préférons donc nous taire plutôt que d'affronter la situation. Cela ne nous aide pas à nous sentir mieux. Cela n'aide pas non plus la relation. C'est pourquoi nous restons sous-payés pendant des années ou faisons tout le travail par nous-mêmes, où nous nous sentons seuls ou malheureux dans nos relations. Avoir une conversation difficile peut être effrayant, mais lorsque nous le faisons honnêtement et efficacement, nos relations deviennent plus fortes, plus fiables et plus susceptibles de survivre au moment de crise. Et nous pouvons vivre notre vie de manière plus détendue en sachant que nous aurons les outils nécessaires pour faire face à nos futurs défis, quels qu'ils soient. C'est pourquoi je vais aujourd'hui résumer un livre intitulé « Difficult Conversations » de Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen. J'ai tiré de ce livre 5 leçons précieuses pour vous aider à naviguer sur ce terrain accidenté plus efficacement, plus facilement et avec de meilleurs résultats. Alors, c'est parti! Leçon numéro 1. Comment entamer une conversation? Le début est souvent le moment le plus difficile d'une conversation. Vous ne savez jamais comment votre interlocuteur va réagir et votre anxiété monte en flèche. Alors, comment entamer une conversation pour être sûr de partir du bon pied? Nous devons parler du fait que tu ne fais jamais la vaisselle. Ce n'est pas la meilleure phrase pour commencer. En décrivant le problème de votre point de vue et en rejetant la faute sur l'autre personne, celle-ci se sentira instantanément sur la défensive et vous exclura ou attaquera en retour, et c'est exactement ce que nous essayons d'éviter. La phrase « Nous devons parler du fait que tu ne fais jamais la vaisselle » sera entendue comme « Tu es paresseux » ou « Tu n'es pas utile ». Les auteurs disent que la meilleure façon de commencer est ce qu'ils appellent la troisième histoire. Outre votre histoire et celle de l'autre personne, chaque conversation contient une troisième histoire qui vous est invisible. Il s'agit de ce qu'un observateur neutre raconterait s'il avait vu la situation se produire. Il existe une formule pour y parvenir. Le secret est que vous devez décrire quelque chose sur lequel vous êtes tous deux d'accord. Par exemple, Bob pense que Barbara ne fait jamais la vaisselle, et cela le rend fou. Ce que Bob a envie de faire, c'est d'accuser Barbara avec quelque chose comme « Est-ce que je dois tout faire ici ?» Mais si vous parlez à Barbara, vous verrez qu'elle décrit la situation différemment. Voici ce que dit Barbara. Bob a besoin de se détendre. Il est absolument obsédé par la vaisselle au point qu'il commence à nettoyer avant même que je finisse de dîner. Quelle est la troisième histoire dans ce cas? Eh bien, nous pourrions dire que Bob et Barbara ont des préférences différentes lorsqu'il s'agit de faire la vaisselle et qu'ils ont des normes différentes quant à la définition du nettoyage normal et du nettoyage obsessionnel. Et Bob et Barbara n'auraient probablement aucun problème à accepter cette affirmation. C'est la troisième histoire de Bob et Barbara. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, ni de savoir quel point de vue est le plus commun ou le plus acceptable. Il s'agit simplement d'une version de l'histoire avec laquelle vous pouvez tous les deux être d'accord. Une fois que vous savez de quoi il s'agit, c'est génial. Vous venez de trouver le moyen idéal d'entamer la conversation. Ainsi, au lieu de « nous devons parler du fait que tu ne fais jamais la vaisselle » ou « dois-je tout faire ici ?» Bob pourrait commencer par dire « Barbara, toi et moi semblons avoir des opinions différentes sur le moment où la vaisselle doit être faite. J'aimerais partager ma façon de voir les choses et en savoir plus sur la façon dont tu vois cette situation. Il ne s'agit pas de renoncer à vos opinions et à ce que vous ressentez. Essayez de vous rappeler que vous avez une opinion basée sur vos croyances et votre histoire, mais que l'autre personne a également une histoire et une perspective que vous connaissez probablement très peu. Entamer une conversation avec une troisième histoire, c'est lancer une invitation à une exploration mutuelle et conjointe. Maintenant, vous pensez peut-être « Et si la personne entame la conversation avant moi? Et si son ton est celui de l'accusation? Je suppose que je peux me défendre alors ?» Non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez toujours utiliser la troisième histoire. Supposons que Barbara s'approche de Bob et lui dise « Tu gâches nos repas en étant si obsédé par la vaisselle. » Peut-être que ce que Bob veut dire, c'est
Quoi ? Tu penses que c'est moi le problème ? Tu es la personne la plus paresseuse que j'ai jamais connue. Mais cela ne les mènera nulle part. Maintenant, si Bob dit « On dirait que tu n'es pas satisfait de ma façon de faire la vaisselle. J'ai aussi des problèmes avec ta façon de la faire. Donc je suppose que nous avons des préférences différentes. Je pense que nous devrions en parler. » En apportant la troisième histoire, Bob peut modifier l'objectif de cette conversation qui n'est plus de blâmer et de changer l'autre personne, mais de communiquer et de comprendre les deux parties et éventuellement de trouver une solution au problème. Pour aborder l'autre personne de manière sincère, vous devrez peut-être admettre ouvertement qu'il vous a été difficile de voir l'histoire en dehors de votre point de vue. Pour ce faire, vous pouvez dire « Dans l'histoire que je raconte dans ma tête, tu es irresponsable. Je sais que cela peut être injuste pour toi à un certain niveau et j'ai besoin que tu m'aides à voir les choses sous un meilleur angle. » Si vous avez l'intention de faire une demande, veillez à ne pas donner l'impression d'exiger quelque chose. Au lieu d'exiger une augmentation de votre patron ou de commencer la conversation en disant à quel point vous vous sentez sous-estimé, commencez par inviter votre patron à analyser la situation avec vous. Il ne s'agit pas d'être indirect, mais de prendre en considération le fait que votre patron dispose de plus d'informations sur votre travail, vos collègues et votre entreprise que vous n'en avez pas pleinement conscience. Vous pouvez donc commencer par « J'aimerais examiner si une augmentation pour moi serait judicieuse. Compte tenu des informations dont je dispose, je pense que je la mérite. Pour cette raison et aussi pour celle-ci. J'aimerais savoir comment vous voyez les choses. » Vous montrez ainsi que vous êtes prêt à prendre en compte leur point de vue et que vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose que vous ne méritez peut-être pas. Au bout du compte, vous pourriez apprendre que vous ne méritez pas d'être augmenté ou que vous méritez une augmentation encore plus importante que vous ne le pensiez. Leçon numéro 2. Les 3 conversations. Après que la troisième histoire vous ait guidé en toute sécurité au début de la conversation, vous allez partager vos points de vue et vos sentiments et écouter les points de vue et les sentiments de l'autre personne également. Bien sûr, ce ne sera pas toujours un processus ordonné. Il s'agit d'une interaction humaine après tout. Mais même si vous pouvez prendre des directions très différentes, toutes les conversations difficiles ont une structure commune. Il ne s'agit pas d'une seule conversation, mais de 3 en même temps. Pour mener à bien une conversation difficile, nous devons agir efficacement dans chacune de ces 3 conversations. Parlons-en. Conversation numéro 1. La conversation, ce qui s'est passé. C'est la partie de la conversation dans laquelle nous parlons des faits tels que nous les percevons. Que s'est-il passé ? Que devrait-il se passer ou qu'aurait-il dû se passer ? Qui a raison et qui a tort ? Quelle est la vérité ? Qui est à blâmer ? La conversation sur ce qui s'est passé s'articule autour de 3 sujets qui, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent mener la conversation dans la mauvaise direction. Sujet numéro 1, la vérité. Nous essayons généralement de trouver quel côté de l'histoire est le bon, et c'est notre première erreur. Les conversations difficiles ne devraient pas avoir pour but de découvrir la vérité ou de décider qui a raison et qui a tort, car personne n'a complètement raison ou tort. Il est fréquent que nous pensions que les autres sont égoïstes, contrôlants, irrationnels et que nous ayons raison. Pourquoi ne pensons-nous jamais que nous sommes le problème ? Parce que ce n'est pas le cas. Ce que nous pensons et disons est tout à fait logique. Ce que nous ne voyons pas, c'est que ce que l'autre pense et dit est également parfaitement logique. Prenons l'exemple de Laurie et Chris qui avaient une réunion importante avec leur patron ce jour-là. Chris était particulièrement anxieux à ce sujet car il avait l'intention d'obtenir une promotion prochainement. Pendant la réunion, cependant, alors que Chris expliquait sa partie du projet, Laurie a complété ses phrases plus d'une fois. Après la réunion, lorsqu'ils en parlent, Chris accuse Laurie. « Tu n'as pas arrêté de m'interrompre et de parler par-dessus moi pendant la réunion. » Mais ce n'est pas comme ça que Laurie voit les choses, elle dit « Je ne parlais pas par-dessus toi, je t'aidais en complétant tes idées. Tu ne m'as pas aidé quand c'était mon tour. » Nous avons accès à des informations différentes. Nous vivons le monde différemment. Nous donnons notre propre interprétation et tirons nos conclusions différemment. Et c'est pourquoi nous avons des points de vue différents sur une même situation. C'est pourquoi vous ne devez jamais supposer que vous savez tout ce qu'il faut savoir pour comprendre les choses. Soyez curieux.
Laurie parlait-elle par-dessus Chris ou l'aidait-elle? Au lieu de se concentrer sur cette question, ce que Laurie et Chris peuvent faire à ce stade, c'est écouter les deux versions de l'histoire et les accepter toutes les deux. Il est possible que Laurie aidait Chris et parlait par-dessus lui en même temps. Nous supposons que, pour accepter l'histoire de l'autre, nous devons abandonner la nôtre, car une seule peut avoir raison. Mais nous n'avons pas besoin de choisir, nous pouvons accepter les deux. Sujet numéro 2. Les intentions. La façon dont j'interprète vos intentions affecte ce que je pense de vous. Mais la plupart du temps, parler d'intentions n'est pas vraiment utile. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que nous pensons souvent qu'il suffit d'avoir de bonnes intentions pour mettre fin à la conversation. Nous pensons « J'ai déjà dit que je n'avais pas l'intention de la blesser, alors pourquoi continuer à parler de ce sujet ?» Le fait de savoir que la personne n'avait pas l'intention de nous blesser ne nous fait pas pour autant nous sentir instantanément mieux. Ensuite, parce que lorsque nous supposons que nous savons pourquoi les gens ont dit ou fait quelque chose, nous avons souvent tort. La plupart du temps, nous nous accrochons à des informations incomplètes ou erronées. Les choses ne sont pas si simples. Les gens peuvent avoir des intentions contradictoires ou avoir de bonnes intentions qui nous blessent quand même. Et au lieu de demander, nous devinons et accusons. Par exemple, quand Chris confronte Laurie, voici une des choses qu'il dit. « Tu essayais manifestement de montrer au patron que tu en sais plus que moi sur le sujet. » Laurie est surprise par son interprétation. « Comment as-tu pu penser une chose pareille? J'essayais juste d'aider. » Le fait de savoir que les intentions de Laurie étaient bonnes ne rend pas Chris automatiquement moins gêné. De plus, Laurie se sent sur la défensive et incomprise. Nous pouvons voir que cette façon de discuter des intentions n'est pas utile. Voici comment la conversation aurait pu se dérouler si, au lieu de supposer les intentions de Laurie, Chris avait été prêt à écouter. Chris dit « Parce que tu as complété mes phrases, j'ai eu l'impression que je ne transmettais pas l'information de la bonne façon et que ma présentation n'était pas assez bonne. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui t'a fait sentir que tu devais interrompre mon discours ?» À quoi Laurie pourrait répondre « C'est juste que tu es resté silencieux pendant si longtemps que j'ai pensé que tu avais oublié ce que tu essayais de dire. J'essayais de t'aider en te le rappelant, tout comme j'aurais aimé que tu le fasses pour moi quand j'ai oublié ce que j'allais dire quelques minutes auparavant. » Dans une conversation utile, Chris pourrait admettre qu'il parle plus lentement et bégaye lorsqu'il est nerveux, et qu'il a eu du mal à transmettre les informations de manière pratique pendant la réunion. De plus, il se rend compte que Laurie aurait préféré qu'il complète sa phrase lorsqu'elle a oublié son discours. Laurie dit « Vous êtes restés là en silence tous les deux à me regarder, c'était tellement gênant. » Mais Chris pensait qu'il était respectueux du temps qu'elle avait pour parler. Comme vous le voyez, peu importe leurs intentions, cela ne change rien au fait que Chris s'est senti gêné et que Laurie ne s'est pas sentie aidée. Si les deux parties sont respectueuses et s'écoutent mutuellement, au lieu de faire des suppositions, elles peuvent parler des motivations, des sentiments et de la contribution de chacun et par conséquent, trouver une solution. Laurie et Chris pourraient même décider d'inventer un signe subtil signifiant « J'ai oublié ce que je dois dire, peux-tu m'aider ?» et s'engager à ne compléter les phrases de l'autre que lorsqu'ils voient le signe. Sujet numéro 3, le blâme. Les conversations difficiles ne doivent pas porter sur le blâme. Le fait est que personne ne veut être blâmé, surtout de manière injuste. Nous dépensons donc de l'énergie à nous défendre et à accuser, et le résultat ne pourrait pas être pire. Cela engendre des désaccords et la peur de la punition, mais rarement l'apprentissage. Il est presque toujours vrai que les choses qui se sont produites sont les résultats de choses que les deux personnes ont faites ou n'ont pas faites, de sorte que la punition est rarement pertinente. Le plus intelligent est de se concentrer sur ce qui vous a empêché de voir venir le problème et sur la manière d'éviter qu'il ne se reproduise. Ainsi, au lieu de se concentrer sur le blâme, il faut se concentrer sur le système de contribution pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, puis s'attacher à le corriger. Le système de contribution dit que nous apportons toujours une certaine contribution à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle peut être de 5% ou de 95%, mais notre contribution est là. Prenons un exemple. Pamela est contrariée par le fait que son assistant, Edouard, a réussi à placer le mauvais dossier dans sa mallette avant qu'elle ne parte pour la présentation. Lorsque j'ai ouvert le dossier pour montrer aux clients leur projet, j'ai remarqué que c'était le mauvais projet. Je n'ai jamais été aussi gênée, raconte-t-elle.
Ce que Pamela veut dire à Édouard, c'est « Tout est ta faute. Tu dois faire plus attention. » Et « Cela ne doit pas se reproduire, tu m'entends ?» Aucune de ces phrases n'est pourtant la meilleure approche. Lorsque, au lieu de se concentrer sur les reproches, Pamela essaie d'écouter Édouard, elle découvre qu'elle est toujours de mauvaise humeur avant de parler au client et que, pour cette raison, elle ne répond pas bien à ses questions. Édouard a des doutes, mais préfère ne pas demander pour ne pas la déranger. Pamela s'engage à être plus réceptive et à prendre en charge son comportement, tandis qu'Édouard s'engage à ne jamais avoir peur de demander, même si elle est de mauvaise humeur. C'est un résultat positif. Avant de passer à la deuxième conversation, permettez-moi de résumer rapidement ce dont nous venons de parler à propos de la conversation numéro 1, la conversation de ce qui s'est passé. Comme vous venez de le voir, ce type de conversation se termine souvent mal pour 3 raisons. 1. Nous pensons généralement que nous avons raison. 2. Nous entrons dans la conversation avec une mauvaise intention ou en supposant l'intention de l'autre personne. 3. Nous blâmons l'autre partie et ne voyons pas notre contribution au problème. Alors la prochaine fois, avant d'entamer une conversation difficile, rappelez-vous ces 3 choses. Entrez dans la conversation avec un esprit libre de tout reproche, de toute supposition et de toute conviction que vous avez raison. Posez simplement des questions et écoutez attentivement. Conversation numéro 2, la conversation sur les sentiments. Toutes les conversations difficiles parlent de sentiments, même si nous essayons de les éviter. Mes sentiments sont-ils appréciés? Sont-ils appropriés? Dois-je les reconnaître et en parler ou les nier? Que dois-je faire des sentiments de l'autre personne? Beaucoup d'entre nous s'efforcent d'éloigner les sentiments et de rester rationnels afin de ne pas se sentir effrayés, inappropriés ou vulnérables lors de conversations difficiles. Mais le fait est que ces conversations sont toutes liées à des sentiments. Parfois, nous ne mentionnons pas nos sentiments, mais nous en parlons quand même. Une erreur courante consiste à utiliser des déclarations déguisées en question. Si vous demandez à votre collègue « Tu crois que je dois tout faire tout seul, n'est-ce pas ?» Ce n'est pas vraiment une question. Ce que vous dites, c'est « Je me sens épuisé parce que j'ai l'impression de tout faire et que tu ne fais pas ta part. » Lorsque vous dites « Es-tu obligé de conduire si vite ?» Ce que vous voulez vraiment dire, c'est « Je me sens nerveuse parce que je ne contrôle pas la situation » ou « J'ai peur de la possibilité d'un accident. » La règle est la suivante. Si vous n'avez pas de question, ne la posez pas. Vous aurez l'air sarcastique ou même méchant, et la personne se concentrera là-dessus au lieu de se concentrer sur le vrai message. Au lieu de cacher ou de déguiser vos sentiments, vous pouvez faire preuve d'empathie à l'égard de ce que l'autre personne peut ressentir, puis parler de ce que vous ressentez. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que tu sois pressé et que tu détestes être en retard. Mais quand tu conduis au-dessus de la limite de vitesse, je me sens anxieuse parce que j'ai peur que tu n'aies pas le temps de t'arrêter ou de réagir en cas de besoin. Pourrais-tu ralentir un peu ?» Cela fait ressentir à l'autre personne qu'il y a de la place dans cette conversation pour ce qu'elle ressent et l'aide à comprendre ce que vous ressentez aussi. Et lorsque la personne parle, assurez-vous de ne pas porter de jugement et de ne pas la mettre mal à l'aise par rapport à ce qu'elle ressent. Soyez respectueux. Si les sentiments de l'autre personne vous bouleversent ou vous mettent mal à l'aise, vous pouvez le dire. Voici quelques façons de le faire. Je suis heureuse que tu m'aies fait confiance pour me dire cela. Et je veux écouter, mais pour l'instant, je me sens très contrariée et mal à l'aise, et je ne sais pas comment réagir à cela. Ou, je tiens à toi, mais en ce moment, je me sens tellement confuse par rapport à mes sentiments que je risque de ne pas être en mesure de répondre de manière adéquate. Ensuite, donnez-vous un peu d'espace et de temps pour réfléchir et vous calmer avant de poursuivre la conversation afin de garder le cap. Conversation numéro 3, la conversation sur l'identité. Enfin, toute conversation difficile porte aussi sur ce qu'elle dit de vous et de votre identité. Ce divorce signifie-t-il que je suis un raté? Suis-je une mauvaise personne, un père terrible, un ami négligent? Quel impact cette conversation aura-t-elle sur mon bien-être et sur la façon dont je me perçois? C'est peut-être l'aspect le plus subtil et le plus difficile des conversations. Chaque fois qu'une conversation semble difficile, c'est probablement parce qu'elle aura un impact sur la façon dont vous vous percevez. Demander une augmentation n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de savoir si vous la méritez ou non. Et si vous êtes le patron,
Serez-vous considéré comme un méchant ou un injuste? Ou comme trop mou? Au lieu d'ignorer ces questions et de poursuivre la conversation difficile comme si elle ne voulait rien dire de ce que nous sommes, vous pouvez prendre en considération ce que vous pensez que la conversation dit de vous et l'explorer avec l'aide de l'autre personne. Par exemple, vous pouvez dire « La raison pour laquelle je trouve cette conversation si difficile est que je veux être une personne juste, et j'ai l'impression que ce que tu dis est que je n'ai peut-être pas été juste envers toi. » Cela peut aider la personne à comprendre comment vous interprétez ce qu'elle dit et comment cela vous a affecté. L'autre personne n'a probablement pas l'habitude d'avoir ce type de conversation, et être sur la défensive peut être sa réponse automatique à toute conversation. Le fait de dire à quel point vous vous êtes senti vulnérable ou affecté peut être décisif pour briser sa position défensive. Soyez persévérant. Vous devrez peut-être montrer à plusieurs reprises que vous êtes ouvert aux possibilités. Continuez à recadrer, à apporter vos 2 contributions, à parler de vos sentiments et des leurs, afin de rester sur une voie productive. Leçon numéro 3. Bien écouter. Nous avons un désir profond de nous sentir écoutés. Certaines personnes pensent qu'elles savent écouter, mais la vérité est que la plupart d'entre nous ne savent pas comment écouter correctement. Bien écouter est une compétence essentielle dans une conversation, car cela vous aide à comprendre les autres et cela aide les autres à vous comprendre. Voici une conversation habituelle dans laquelle une partie essaie de convaincre l'autre de faire quelque chose qui semble plutôt sensé. Vous avez peut-être déjà eu une conversation similaire à celle-ci. « Maman, tu n'as pas fait d'exercice ni suivi de régime comme ton médecin te l'a demandé. C'est tellement irresponsable. »« Brenda, arrête ça s'il te plaît. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Je fais du mieux que je peux. » Je sais que faire du sport n'est pas drôle, mais on s'y habitue au bout d'un moment. Tu commenceras à en avoir envie. Je veux que tu restes en bonne santé. Je n'aime pas cette conversation. Je ne vais plus en parler. Brenda s'inquiète pour sa mère et se sent frustrée. Elle pense qu'elle n'est pas assez persuasive, mais ce qui manque à sa position, c'est la curiosité et une bonne capacité d'écoute. Pour écouter correctement, Brenda doit se limiter à écouter, paraphraser pour clarifier ce qui est dit, poser des questions pour en savoir plus et reconnaître les sentiments de sa mère. Voyons comment cela pourrait fonctionner. Je sais que tu n'aimes pas parler du fait que le médecin t'a demandé de faire un régime et de l'exercice. Je n'aime pas, c'est si bouleversant. Que veux-tu dire quand tu dis que c'est bouleversant? Tu ne comprends pas. Tu crois que c'est facile? Non, maman, je sais que c'est difficile, mais j'aimerais mieux savoir ce que tu penses et ressens à ce sujet. Je vais te le dire. Si ton père était vivant, ce serait plus facile. Il était si bon pour gérer toutes ces règles et prendre soin de moi. En étant malade, il me manque tellement. On dirait que tu te sens seule sans papa. J'ai mes amis et toi, mais ce n'est pas pareil sans lui. J'évite juste d'en parler. Et pourquoi évites-tu ce sujet, maman? La conversation se poursuit et Brenda découvre que sa mère a peur d'être malade et s'inquiète d'être un fardeau pour Brenda. Elle découvre également que sa mère ne comprend pas comment elle est censée faire de l'exercice parce que le médecin ne lui a pas expliqué en détail comment procéder. Maintenant, Brenda sait ce qu'elle peut faire pour aider sa mère. Elle peut découvrir ce qu'elle est censée faire exactement. Elle peut être compréhensive à l'égard de ses sentiments et elle peut lui tenir compagnie. Ce n'est pas du tout la même chose que d'essayer de la persuader de faire de l'exercice en lui disant que cela devient plus facile avec le temps. Lorsque les autres ne vous écoutent pas, vous pensez immédiatement que c'est parce qu'ils sont têtus ou égoïstes. Mais la plupart du temps, les gens n'écoutent pas parce qu'ils ne se sentent pas écoutés non plus. Vous cherchez tous deux désespérément à être entendus. Alors vous essayez de parler plus fort, de dire la même chose différemment ou de vous répéter, ce qui semble être une bonne stratégie mais ne l'est pas. En ignorant un instant votre besoin de parler et en l'écoutant correctement, vous l'aidez à sentir entendu et reconnu. Peu importe à quel point vous connaissez quelqu'un, il y a toujours plus à apprendre. Pensez à toutes les profondeurs et nuances qui composent votre histoire et rappelez-vous que tout le monde a une vie aussi complexe que la vôtre. Essayez et vous verrez les résultats. Leçon numéro 4, s'exprimer. Bon, vous avez appris à bien écouter, mais vous faites aussi partie de la conversation et c'est maintenant à vous de dire à l'autre personne ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Parfois, nous pensons que nos opinions ne sont pas aussi importantes que celles de quelqu'un d'autre
ou que nous ne méritons pas d'être entendus. Certains d'entre nous ne veulent peut-être même pas qu'ils sachent ce qu'ils pensent et ressentent vraiment, car nous supposons généralement que les gens ne nous aimeraient pas et ne nous respecteraient pas autant s'ils savaient. Nous gardons le silence alors que nous devrions nous défendre. Mais le fait est que nous préférons être entourés de personnes qui disent ce qu'elles pensent. En outre, le fait de partager ce qui est important pour vous vous permet d'être plus heureux et plus authentique et donne à vos relations une chance de se développer. Vous pourrez vous dire « Les gens savent qui je suis et ils m'acceptent quand même ». Lorsque vous vous exprimez, veillez à leur dire quel est le vrai problème et à le dire directement. Demandez-vous « Ai-je dit ce qui est au cœur du problème ?» En n'étant pas direct, vous contribuez à la mauvaise situation. Par exemple, Alicia s'ennuie de son mari. Mais au lieu de le lui dire, elle décide de se disputer avec lui sur la fréquence à laquelle il passe son week-end à jouer au tennis. L'écart entre « tu joues trop au tennis » et « je veux passer plus de temps avec toi » est trop grand pour faire passer le message. Vous devez découvrir ce que vous pensez et ressentez et le dire directement. « J'aimerais passer plus de temps avec toi et les week-ends sont tout ce que nous avons. Cela me fait mal que tu préfères jouer au tennis plutôt que d'être avec moi. » Vous aimeriez ne pas avoir à être aussi explicite. Nous croyons généralement que les gens seront capables de lire dans nos pensées et de répondre à nos besoins sans que nous ayons besoin de le demander. Ce n'est qu'un fantasme. Avec le temps, nous apprenons à mieux comprendre ce que les gens ressentent, mais nous ne serons jamais parfaits. Nos esprits sont tout simplement trop complexes. Parfois, nous ne pouvons même pas nous comprendre nous-mêmes. Ne pas être explicite et attendre de quelqu'un qu'il découvre intuitivement ce que nous pensons est l'une de nos contributions au problème. Si vous avez peur que ce que vous dites soit mal compris, assurez-vous de le dire très clairement et de partager votre crainte avec votre déclaration si nécessaire. Voici quelques exemples. Si vous avez peur que la personne que vous aimez se sente rejetée parce que vous n'êtes pas disponible sur le plan émotionnel pour le moment, vous pouvez dire « Je t'aime ». Mais je suis trop nerveuse ou perturbée pour te parler en ce moment. Si vous pensez être la meilleure personne pour le projet, mais que vous avez peur que votre patron pense que vous n'êtes là que pour le bonus, vous pouvez dire « J'ai un point de vue sur la question que je veux partager et je suis nerveux de le faire parce que j'ai peur de paraître égoïste. » Bien souvent, lorsque nous comprenons le point de vue de l'autre personne et que nous exprimons clairement le nôtre, cela suffit à résoudre la situation ou le problème auquel nous sommes confrontés. Parfois, cependant, cela ne suffit pas et nous devons définir un objectif commun et parvenir à un accord. Revenons à l'exemple de Bob et Barbara. C'est ce que Bob et Barbara ont fait. Bob n'était pas disposé à attendre des jours pour faire la vaisselle, ni à continuer à la faire tout seul. Barbara n'était pas disposée à faire la vaisselle immédiatement après le dîner, car elle travaillait toute la journée, et le soir était son seul moment de détente. La meilleure solution est qu'ils trouvent un arrangement mutuel pour répondre aux besoins de l'autre. Il s'agit de deux personnes et il n'y aura pas d'accord si elles ne coopèrent pas tous les deux. Barbara peut accepter de faire la vaisselle le week-end lorsqu'elle a plus de temps libre, tandis que Bob est responsable de la vaisselle du lundi au vendredi. Si c'est une solution que les deux acceptent et dont ils sont satisfaits, alors la conversation a atteint son but. La situation aurait pu être différente et les deux devront alors faire face aux conséquences qui peuvent être petites ou grandes, en fonction de leur capacité à coopérer vers un objectif commun. Enfin, n'oubliez pas qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être d'accord pour faire quelque chose à la fin de la conversation. Parfois, vous serez d'accord sur votre désaccord. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que vous avez fait de votre mieux pour avoir la meilleure conversation possible et pour résoudre le problème qui vous préoccupait. Vous devez cependant garder à l'esprit que vous n'êtes jamais obligé de vous rendre et d'accepter. N'oubliez pas qu'être honnête quant à vos sentiments et écouter correctement est le meilleur moyen d'amener l'autre personne à coopérer avec vous afin de trouver une solution qui peut être positive pour vous deux. Leçon numéro 5. N'ayez pas peur de donner du feedback. Pour moi, personnellement, c'est la leçon la plus importante que j'ai tirée du livre et que j'ai beaucoup appliquée. Avant de lire le livre, je me sentais toujours mal à l'aise de dire à quelqu'un que ce qu'il fait m'ennuie ou le fait mal paraître. Je suis sûre que vous connaissez certaines de ces situations. Votre collègue continue à se comporter d'une certaine manière qui vous agace, vous et les autres membres de l'équipe, mais personne ne veut le lui dire ouvertement.
Ou votre ami utilise sans cesse certains mots qui le font mal paraître devant les autres, mais vous ne voulez pas lui dire parce que vous ne voulez pas vous sentir mal à l'aise ou le faire paraître mal à l'aise. Vous repoussez donc sans cesse le moment de lui donner votre avis et votre ami continue à se comporter de la même manière. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en ne donnant pas de feedback, vous faites du mal à votre ami et à votre relation. Laissez-moi vous donner un exemple et vous comprendrez mieux. Imaginez que nous sommes lundi et que vous êtes au travail pour préparer une présentation importante. 1 heure avant la présentation, vous allez aux toilettes et en sortant, vous oubliez de fermer votre pantalon et votre chemise blanche dépasse. Votre collègue le remarque dès que vous entrez dans le bureau, mais elle se sent mal à l'aise pour vous le dire. Un autre collègue le voit aussi, mais il est également gêné de le mentionner. Vous continuez donc à vous promener comme ça et finissez par faire une présentation devant 50 personnes. Vous ne vous en rendez compte qu'après la présentation, mais il est déjà tard. Comment vous sentiriez-vous à ce moment-là ? Vous seriez gêné, n'est-ce pas ? Ne serait-il pas préférable que votre collègue vous le dise dès qu'elle l'a remarqué ? Ainsi, vous seriez embarrassé devant une seule personne et non pas devant toute l'entreprise. C'est exactement ce qui se passe chaque fois que vous ne donnez pas de feedback à quelqu'un. Cela blesse probablement la personne, mais elle n'en est pas consciente. Il n'est pas conscient que son comportement le fait mal paraître ou qu'il ennuie les gens autour de lui. Et comme vous ne lui avez pas dit, il continuera de le faire. Cet exemple loufoque que je viens de décrire m'a toujours marqué et m'a rappelé l'importance de donner du feedback. Il me rappelle toujours que donner du feedback va aider l'autre personne, la relation et moi-même. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez une bonne journée et merci d'avoir regardé.